Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et je vais profiter de ce petit moment pour me présenter, hein, parce que j'ai eu pas mal de retours après la première vidéo que j'ai postée et que j'ai faite en compagnie de ma fille Mila pour vous présenter ce que ça pouvait être le lien entre l'orthophonie et l'hypnose thérapeutique. Et puis il y a eu énormément d'engouement pour cette vidéo. Je vous en remercie, ça me fait très plaisir. Et puis, j'ai pensé la destiner aux personnes qui me connaissent déjà sur ma page Facebook ou sur euh, mon profil. Et finalement, de proche en proche, il y a des personnes qui ne me connaissent absolument pas et qui me demandent quel est mon parcours et comment je suis arrivée jusque-là. Donc je vais profiter de cette petite vidéo pour me présenter rapidement mon parcours professionnel et comme ça tout le monde aura une idée un petit peu plus claire de la raison pour laquelle je propose ce pont qui m'intéresse tellement entre l'hypnose thérapeutique et l'orthophonie. Donc je suis orthophoniste depuis 92, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc je suis formée à l'école de Lille. J'ai fait ma dernière année d'études à Montréal. J'ai travaillé avec André Roquelecourt et Yves Joannette sur l'hémisphère droit et sa contribution à la récupération du langage. Euh, donc j'ai aussi découvert une approche un petit peu différente de ce que pouvait être l'orthophonie, notamment avec une prise en charge assez intense sur une courte durée, le temps de la récupération, puis ensuite le relais pris par notamment le théâtre aphasique chez les aphasiques, et puis moins de cabinets en libéral pour ceux qui sont au courant du type de prise en charge au Québec. Je suis rentrée en France, je me suis installée à Lille en libéral et là j'ai exercé dans voilà comme beaucoup d'orthophonistes en libéral en prenant un petit peu toutes les pathologies, le tout venant d'un cabinet de quartier. Et puis je me suis aussi rapidement rapprochée de la fac pour devenir enseignante et j'ai enseigné à partir de 95-96 bon, beaucoup de TD et puis tout ce qui était la rééducation, la dimension écologique de la rééducation et puis aussi toutes les dimensions pragmatiques, ça m'intéressait pas mal. J'encadrais des mémoires, enfin voilà. J'ai eu un parcours assez classique d'orthophoniste pendant une dizaine d'années. J'ai eu deux jeunes enfants, coup sur coup, et j'ai fait un burn-out. Voilà, donc quand j'ai fait ce burn-out, quand on est confronté à cet événement, il est très douloureux et puis aussi il peut être très utile. C'est ce que j'ai appris après coup, lorsque j'ai pu retourner au travail, au bout de 2-3 mois d'arrêt, j'ai décidé, enfin on a décidé en famille de changer d'environnement et nous sommes allés nous installer à La Réunion. Alors c'était un déplacement géographique et c'était aussi un déplacement interne, psychique. Ça me permettait de voir peut-être la vie et ma vie professionnelle en tout cas d'une autre manière. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai travaillé dans un cabinet et puis je me suis rendu compte, j'avais déjà voyagé, j'étais sensible aux différences interculturelles et je me suis rendu compte que finalement lorsqu'on arrivait comme ça dans un nouvel environnement culturel avec des pratiques de langue qui étaient distinctes de la mienne, des langues de langage, d'habitudes langagières, enfin, en tout cas, toutes ces choses qui faisaient de moi, alors la spécialiste du langage, quelqu'un qui était assez démuni finalement. J'ai quand même travaillé, j'avais confiance quand même dans la relation interhumaine, voilà, et puis j'ai repris des études. Je me suis inscrite à l'université de La Réunion en anthropologie. Et je suis rentrée en L2 parce que j'avais un petit peu enseigné déjà et j'avais encadré des mémoires, j'avais une expérience professionnelle, donc j'ai bénéficié d'une petite marche. Donc là, je suis allée jusqu'au master, donc j'ai présenté un travail de fin d'études pour obtenir mon master 2, qui était un travail autour des représentations des troubles du langage, d'un point de vue étiologique et d'un point de vue aussi thérapeutique. C'était très intéressant. Et ce contact avec l'anthropologie m'a aussi permis de me connecter avec des approches de terrain. L'anthropologie, c'est vraiment une recherche de terrain.
On parle de l'observation participante ou la participation observante. Il y a beaucoup de jeux comme ça sur des postures, hein, des postures différentes, des points de vue différents en anthropologie. Et puis, ça me faisait penser finalement à la rencontre qu'on peut avoir au sein d'un cabinet, quand on rencontre des patients, quand on est dans une relation interhumaine, voilà, tout ce qu'on peut découvrir à ce moment-là, quand on se met vraiment dans une position de cherchant, et puis aussi quand on se met dans une position peut-être où on accepte d'être affecté. Hein, des travaux vraiment très beaux sur le fait d'être affecté et tout ce que ça peut nous enseigner ont été faits en anthropologie, notamment par Jeanne Fabre-Sada, et c'est vraiment des travaux qui sont très enrichissants. Une fois que j'ai passé ce diplôme, en bénéficiant de cet enseignement, j'ai bénéficié d'un onglet particulier qui est l'anthropologie médicale. Et mon enseignant, mon prof à ce moment-là, était un anesthésiste et qui faisait des allers-retours entre La Réunion et la métropole. Il était en train d'apprendre l'hypnose thérapeutique. Et il était complètement passionné par cet apprentissage et il a réussi vraiment à nous transmettre sa passion, en tout cas à moi. Et lorsque je suis revenue en métropole 2008-2009, j'ai eu envie très rapidement de me former à l'hypnose. Il fallait que je trouve l'endroit pour le faire. En tant qu'orthophoniste, ça n'était pas évident. Je ne trouvais pas vraiment l'endroit disponible pour ça. Donc il y avait le DU de la Pitié-Salpêtrière avec Jean-Marc Benahim et puis Jean Béchiot et d'autres évidemment. Et heureusement, rapidement, a été créé un diplôme, enfin un enseignement qui était pour les paramédicaux, parce que le DU c'est pour les médicaux, les médecins. Et donc j'ai bénéficié d'un enseignement de qualité destiné aux paramédicaux. Donc j'y suis allée, mon enseignant principal était Jean Béchiot, auprès duquel j'ai beaucoup appris. Et donc j'ai pu donc faire l'apprentissage de ce que c'est que l'hypnose thérapeutique et puis tous les onglets qui sont autour. Donc hypnose et addiction, hypnose et métaphore, hypnose et enfance, hypnose et tout ce qui pouvait être psychique. Enfin voilà, plein d'onglets en fait. Qui m'ont été proposés. Et donc, j'ai fait cette formation à peu près 2 années. Hein, ça s'est étendu en week-end, en formation plus dense, voilà, formation continue. Et voilà, donc je me demandais finalement ce que j'allais faire de ça. J'avais envie, je me retrouvais plus en commun avec l'ensemble des personnes qui s'étaient formées à l'hypnose, plutôt que je me sentais moins proche finalement de mon groupe d'appartenance professionnelle originelle qui était le groupe des orthophonistes. Et là, ça m'a mise en déséquilibre un certain temps. Bon, j'ai quand même continué à exercer en libéral. Et puis, avec la réforme des études, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner au centre de formation en orthophonie de Paris. Et je remercie Peggy Gatignol de m'avoir ouvert ses portes. J'ai enseigné en première année l'anthropologie et donc elle m'a autorisée à parler d'hypnose thérapeutique à cette occasion. Ce qui était un petit peu compliqué, c'était que j'enseignais en première année, et puis en première année, quand on est en formation initiale, on ne s'attend pas toujours évidemment pas, à entendre parler d'hypnose thérapeutique quand on arrive en orthophonie. Et c'était très coûteux sur le plan énergétique. Je pense que ça aurait été plus adapté en 4e ou en 5e année, avec un petit peu plus de bagage voilà, professionnel, orthophonique. Bon, c'est pas bien grave, c'était une expérience très enrichissante. Et puis, au sortir de cette expérience, ça a duré à peu près 3 années, jusqu'en 2015. Après, j'ai décidé de me former en EMDR, IMO, au sein du CHTIP avec Philippe Haïm. Et là, parce que c'est une branche de l'hypnose, hein, le EMDR, et là, je sentais que je m'éloignais encore un petit peu plus de l'orthophonie, puisque là, on s'adresse ça s'éloigne encore un peu plus, c'est destiné principalement au psychotrauma et à toutes les prises en charge de thérapie orientée solution, enfin voilà, tout ce qui pouvait
accompagner des personnes en difficulté. Et puis voilà, j'étais un peu confrontée à un choix. Et puis me sentant toujours un petit peu avec ce syndrome de l'imposteur, je ne suis plus tout à fait orthophoniste, mais j'aime quand même ce métier. Je me sens plus thérapeute du langage qu'orthophoniste. Je me sens aussi hypnothérapeute, mais je ne me sens pas suffisamment équipée pour aller vraiment m'occuper d'addiction, de phobie, etc. Enfin bon, vraiment toujours à la croisée des chemins. Et puis j'ai travaillé en collaboration avec des personnes, ce qui était chouette, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Je travaille souvent avec une kiné, je travaille avec des psychiatres qui me demandent d'intervenir avec cet outil, MDR ou hypnose, qu'ils n'ont pas, et qui les aide à avancer dans leur propre approche thérapeutique. C'est ce qui m'a confortée dans l'idée de rester dans ma profession initiale d'orthophoniste que j'aime beaucoup au bout du compte. Voilà, c'est ça que j'observe. Et puis peut-être de faire de cet outil un outil vraiment présent dans ma pratique. J'ai eu aussi la chance d'enrichir mes savoirs en me formant à la méditation de pleine conscience. Donc j'ai fait le MBCT, les 8 sessions de formation. J'ai fait ensuite, l'été dernier, j'ai eu la chance de faire une retraite Vipassana, une retraite silencieuse de 10 jours. Et bon voilà, j'ai eu aussi la chance de rencontrer Hélène Hubrecht, qui est elle l'orthophoniste et méditation de pleine conscience. On a essayé de s'associer au sein du centre de formation Disquette qui nous a accueillis. Et je remercie donc la personne, l'orthophoniste qui s'occupe de ce centre de formation avec beaucoup de dynamisme. Et on s'est rendu compte quand même qu'on avait un petit peu de mal à trouver des personnes intéressées, des personnes qui viendraient s'inscrire à ces formations qu'on a proposées tout au long de l'année 2019 et 2020. Enfin 2020 quoi. Et je me suis rendu compte que peut-être on avait pris les choses à l'envers et qu'il était bien et peut-être plus utile d'abord de parler de ces ponts entre ces disciplines, de partager en tout cas notre motivation, et tout ce qu'on pouvait observer au quotidien, tout l'enrichissement que ça pouvait être. Et puis peut-être de voir si par la suite ça a donné, c'était l'objet d'une formation plus spécifique. Je me suis aussi rapprochée du centre de formation plus général et qui se propose de former des professionnels de santé, sauf que les orthophonistes sont finalement les moins formés en hypnose, et puis leur destiner un onglet spécifique, c'est pas tout à fait rentable pour un centre de formation, et puis aussi destiner juste un week-end de spécialisation, bah, c'est pas assez pour les orthophonistes qui feraient tout le cursus. Enfin voilà, on se retrouve à des croisées de chemin comme souvent dans notre profession. Et donc vous proposez ces formats, moi ça me plaît beaucoup, ça me fait de nouveau rentrer dans un groupe, dans une communauté, et avoir des échanges avec les uns et les autres. Et pour moi, c'est très plaisant et j'espère que pour vous aussi. Voilà, j'ai noté quelques sujets que vous aimeriez aborder. Il y en aura d'autres, vous n'hésitez pas. La séance d'hypnose versus la séance orthophonique, qu'est-ce que c'est en pratique? Le temps, la nomenclature. Hypnose et langage oral, hypnose et stress chez l'adolescent, hypnose et bégaiement, hypnose et fonction exécutive. Tout ça, j'essaierai de l'aborder dans les vidéos qui vont suivre. J'ai aussi eu l'occasion de faire des publications, notamment un article pour un congrès en 2014 sur l'anthropologie, et puis une ouverture sur l'hypnose, et puis aussi un article sur l'hypnose et la mémoire de travail. Je vais partager tous ces documents avec vous avec grand plaisir. Voilà. J'espère avoir été claire dans ce portrait, et puis je serai très heureuse de vous retrouver prochainement avec Mila, et on va s'attacher toutes les deux à vous faire des petites vidéos ludiques, interactives, et puis pleines de contenu qui, j'espère, vous seront très utiles. Salut!